Cette vision est reprise bien plus tard par Manéthon et l'auteur romain Flavius Joseph, qui popularise cette libération du royaume des chefs des pays étrangers, entre guillemets, en égyptien, Ekaout Kassout, en grec, Ixos. Ils sont aussi connus par l'épithète erronée de roi pasteur, expression qui désigne plutôt des bédouins, qui vivent dans le désert oriental. Mais c'est quand même important de replacer le récit de Manéthon dans son contexte. Il est rédigé pendant une autre période de troubles, quand l'Égypte est envahie par les Assyriens. On est au 7e siècle avant notre ère. Les troupes étrangères se montrent d'une violence effroyable, pillant, incendiant, profanant les sanctuaires et les rites religieux. Du coup, l'auteur forge de toutes pièces ce mythe de libération nationale par les anciens rois de Thèbes pour susciter un mouvement de résistance contre le danger, cette fois bien réel, que représente la puissance assyrienne en rapprochant l'invasion assyrienne de celle des Hyksos. Manéthon popularise comme ça l'invasion fictive de l'Égypte par des hordes de farouches guerriers venus du Levant pour précipiter la fin de la monarchie égyptienne et fonder leur propre royaume, forçant les vrais Égyptiens à se réfugier à Thèbes, dernier camp retranché qui permettra la reconquête du pays. Vous avez de tout temps ce genre d'épisode. Un des plus connus évidemment, c'est par exemple Eisenstein avec, vous avez ce film extraordinaire, Alexander Nevsky, qui reprend cette chevauchée extraordinaire des Russes contre les chevaliers teutoniques, ça sur un lac gelé, c'est d'un kitsch absolu, mais c'est magnifique, c'est sublime, et c'est fait en pleine Deuxième Guerre mondiale pour exhorter, exulter le peuple russe évidemment à lutter contre l'invasion allemande. L'archéologie et l'épigraphie permettent d'écrire une histoire évidemment plus nuancée du royaume thébain entre le XVIIIe et le XVIe siècle, bien sûr, avant notre ère. Malgré un effacement assez net du pouvoir royal, on constate quand même de nombreuses innovations dans des domaines variés comme la céramique ou le matériel funéraire. Vous me direz, ça fait pas tout, ça révolutionne pas le monde non plus. La disparition de la monarchie d'Ititaoui laisse place à l'affirmation d'un modèle familial, basé sur des familles élargies qui prennent une part de plus en plus importante dans la société thébaine. Elle rassemble les membres d'une même fratrie et ceux des générations précédentes. Chaque famille de l'élite se fait construire un grand caveau pour recueillir tous les défunts de la famille. Certaines villes de Haute-Égypte passent entre les mains de ces catégories familiales. Par exemple, El Kab. Les nouveaux maîtres vont faire inscrire leur généalogie, l'origine de leur clan, et vont devenir sur les parois de leur tombe. Le chef de clan se nomme Aya, vizir et gouverneur de la ville. Sa famille revendique une origine royale, preuve que la monarchie d'Ititaoui constitue encore la source de légitimité politique même après sa disparition. La lignée d'Aya dirige El Kab jusqu'au milieu du XVIe siècle. La ville d'Edfou est dominée, elle, par une autre grande famille de potentats locaux qui se vantent d'entretenir des liens avec les derniers monarques d'Ititaoui. Ces deux clans, celui d'El Kab et celui d'Edfou, représentent un puissant soutien pour les rois d'Ititaoui. Les élites locales constituent un vivier de cadres militaires dans lequel vient s'alimenter le royaume thébain en formation. Les villes de Moyenne-Égypte et du sud de la Haute-Égypte, elles, connaissent une évolution politique différente. Leur position de carrefours commerciaux leur permettait de jouer un rôle éminent au début du deuxième millénaire. Or, elles se trouvent considérablement affaiblies par le déplacement des centres principaux d'échanges commerciaux, bien sûr, vers Avaris et le delta oriental. À partir du XVIIIe siècle avant notre ère, plus aucune source ne fournit d'informations sur le devenir de ces cités. Les grandes nécropoles ne sont même plus utilisées. Certaines tentent de s'en sortir tant bien que mal. Je parle des villes, bien sûr, pas des nécropoles. Abydos devient le centre d'une petite monarchie locale, mais elle dispose de moyens limités. Ces élites ne peuvent se faire construire que de tombeaux de modeste dimension et sont contraints d'usurper carrément le mobilier funéraire de leurs prédécesseurs. Les roitelets qui la dirigent revendiquent alors le titre de pharaon parce que leur ville a toujours été un lien avec le pouvoir royal dès le début de la monarchie pharaonique. Ils entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins de Thèbes. Mais à la fin du XVIIe, avant notre ère, la ville disparaît subitement, probablement absorbée carrément par le royaume thébain qui commence là, à ce moment-là, son expansion.
Thèbes est située à mi-chemin entre Kerma et Avaris. Elle commence quand même à trouver sa place au sein du système d'échange existant, comme on le voit avec les céramiques thébaines, découvertes massivement en Nubie et au Levant. L'avantage des céramiques, c'est vrai que c'est pas sexy, mais l'avantage des céramiques, c'est que justement, ça permet de voir l'étendue des échanges commerciaux. La famille dominante de Thèbes comprend plusieurs membres portant le nom d'Antef, hommage aux souverains thébains de la fin du IIIe millénaire. Mais elle est remplacée par une nouvelle lignée royale dont la figure principale est un roi autoproclamé, qu'on appelle Sénactenré. La durée des règnes des rois de cette famille est très difficile à établir avec précision parce qu'une grande partie de l'arbre généalogique de cette famille royale nous échappe carrément. Les membres de la nouvelle lignée se font inhumer dans la nécropole de Dra Abou el-Nega, qui constitue le cœur d'un immense cimetière privé qui comprend 17 000 sépultures. Je ne sais pas si vous imaginez ça. La très grande diversité des pratiques funéraires témoigne de l'existence d'une société dynamique et cosmopolite. Le pharaon thébain se présente, lui, comme étant un roi populaire, vivant et agissant carrément au milieu des habitants de la ville. Pour parfaire son image, il n'hésite pas à mettre en scène les membres de sa famille, insiste sur les bonnes relations qu'ils entretiennent entre eux. L'œuvre la plus émouvante de cette période, c'est la statue du prince Amosé Sapaïr, fils de Sékonenré, mort tout jeune. Elle est accompagnée d'une inscription qui se révèle être une lettre adressée au défunt par une de ses sœurs qui implore sa pitié et sa bienveillance pour les membres encore vivants de la famille. Ce texte étonnant souligne la volonté de la famille royale de Thèbes d'obtenir le soutien de chacun de ses membres, même ceux qui ne font plus partie du monde des vivants. Les succès politiques et militaires permettent à Thèbes de passer de capitale d'une monarchie locale à celle d'un vaste royaume s'étirant de la Nubie à la Méditerranée. Les Thébains étendent rapidement leur emprise sur la ville voisine de Coptos à la suite d'un étrange incident. Les membres du clergé local du dieu Mine accusent un certain Téti de dérober des images sacrées. Ils en appellent alors au roi de Thèbes, Nubképéré-Antef, et ce dernier n'attend pas longtemps et il envoie une commission d'enquête spéciale composée de membres du clergé d'Amon, alliés à ceux de Mine qui se sont rangés du côté des Thébains. Et par un édit royal, Téti est privé de ses charges sacerdotales et lui et sa famille, ainsi que ses amis d'ailleurs, sont exclus du temple de Mine. Les biens et les documents qui attestent de ses droits au sein de l'institution sont alors saisis. Et pour empêcher ses partisans de revenir à Coptos pour se venger, le roi décrète que toutes les charges qui seraient attribuées à l'un d'eux reviendraient automatiquement à un certain Minmat, officier royal d'ailleurs, qui représente des intérêts thébains sur place. Les Thébains font comme ça entrer Coptos dans leur ère d'influence avec l'appui d'une partie des notables locaux. Son descendant, Kamosé, rallie les notables d'El-Kab et d'Edfou et se rend maître de toute la moitié sud de l'Égypte, d'Éléphantine, jusqu'à la partie méridionale de la Moyenne-Égypte. Il élimine une à une toutes les monarchies rivales comme celle d'Abydos, qui disparaît carrément au milieu du XVIe siècle. Son frère, Amosé, y fait élever une petite pyramide et un cénotaphe et fait aménager un temple funéraire destiné à Téti-Chéri dans la falaise d'El Amra, pas très loin d'Abydos. C'est un moyen en fait pour le roi de manifester la dévotion des Thébains à l'égard du dieu Osiris. Abydos est désormais une ville satellite de Thèbes que les textes qualifient désormais de Thèbes la triomphante. Les rois thébains s'appuient sur une puissante culture militaire. Les tombes masculines regorgent d'armes de toutes sortes. Les grands serviteurs de la couronne thébaine racontent leurs exploits dans les inscriptions biographiques qui ornent les parois de leurs tombes. Par exemple, le grand intendant Émeb, un notable d'Edfou, participe à la campagne conduite par Kamosé contre Avaris aux alentours de 1552, toujours avant notre ère. Il se vante de s'être battu vaillamment contre un Hourite, un habitant de l'actuel Kurdistan, si vous préférez, en combat singulier. Les hommes du Sud sont en effet de redoutables combattants pétris de valeurs agonistiques, si vous préférez, caractérisés par l'affrontement. Ils sont tout le temps en train de se battre, en fait. En plus, les rois thébains puisent abondamment dans le vivier nubien. Kamosé s'appuie notamment sur un groupe de Medjez, des mercenaires venus de Nubie, qui figurent en bonne place dans l'armée thébaine.
De nombreuses tombes nubiennes ont été découvertes en différents sites de Haute-Égypte. Elles se caractérisent par leur forme ronde ou ovale et par la grande quantité d'armements, notamment de matériel d'archerie. On les appelle des tombes de guerriers, ce qui est très original, vous avez compris. A également été exhumée une grande quantité, là encore, de céramique de type nubien utilisée pour un usage domestique. Là encore, les céramiques, non seulement ça permet de voir jusqu'où ça va en termes de commerce, mais ça permet également de dater, ce qui est très important.